brouillage électromagnétique ou encore des menaces cyber. Alors si le secteur privé a joué un rôle fondamental dans la structuration du marché spatial de manière très générale, l'objet de cette conférence vise à justement comprendre comment le secteur privé développe une offre industrielle qui visera à nous protéger dans l'espace face aux différentes menaces spatiales. Avant de présenter nos intervenants, je me permets de souligner que cette conférence est organisée par les jeunes de l'IHEDN, première association de défense et de sécurité en Europe, qui compte environ 3000 membres, répartis en régions, mais également dans une vingtaine de pays étrangers. Nous comptons des entités à la fois présentes en région, à l'étranger, mais également des comités qui vont traiter de thématiques particulières, et notamment de la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, l'aéronautique et le spatial. Nous avons également créé depuis le début de l'année un groupe d'études dédié aux questions scientifiques et techniques afin de toujours plus recruter de jeunes profils issus d'écoles d'ingénieurs, mais également en études de manière un peu plus générale sur des champs scientifiques, et de continuer à faire rayonner l'association sur ce type de thématique. Concernant ce fameux groupe d'études, j'ai le plaisir de vous présenter Antoine et Thomas qui en font pleinement partie depuis ses débuts et qui nous feront le plaisir d'intervenir sur cette thématique aujourd'hui. Pour les présenter rapidement, Thomas Escafre est diplômé de l'ISAE Supaéro et responsable du groupe d'études scientifiques et techniques. Il est passé par Dassault Aviation au cours d'un stage sur lequel il a traité des sujets, dans lequel il a traité de sujets spatiaux. Et Antoine Alaise, étudiant ingénieur, aussi à l'ISAE Supaéro, parallèlement étudiant à Sciences Po Paris, et prochainement en stage dans la start-up Lookup Space. À leur côté, l'ingénieur principal de l'armement, Toine Nam, qui a réalisé 3 ans chez Thales Alenia Space et qui est aujourd'hui responsable technique des programmes de satellites d'observation au sein de la Direction générale de l'armement. Enfin, Jean-Luc Dumont, diplômé de l'INSA Lyon, qui a passé 10 ans dans la filiale d'Ariane Group Sodern et qui est aujourd'hui responsable de programme Space Security, particulièrement, au sein d'Ariane Group. Pour mieux comprendre justement ce qu'Ariane Group propose en matière de sécurité spatiale, on va vous proposer de visionner un court film de présentation qui vise à expliciter justement ce que Ariane Group propose en sécurité spatiale afin d'avoir une compréhension plus claire de ce sujet-là d'un point de vue industriel. Alors, je vais commenter en parallèle. Vous me dites si vous ne m'entendez pas, c'est assez bruyant. Donc, notre première brique pour la sécurisation de l'espace, c'est un système opérationnel qui s'appelle le système de surveillance de l'espace HELIX. Parce que la surveillance de l'espace, c'est vraiment la première brique, c'est-à-dire on regarde ce qui se passe, on va analyser, on va informer si on détecte des risques de collision ou des manœuvres suspectes qui permettront aux acteurs civils qui exploitent les satellites ou défense de prendre les actions nécessaires pour protéger leurs actifs. Évidemment, tout ça est lié au fait que l'espace est aujourd'hui de plus en plus congestionné avec la multiplication des objets dans l'espace et des débris et les méga-constellations. Et aussi de plus en plus contesté. Même si ce n'est pas un fait nouveau, c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant. Donc un système de surveillance de l'espace, en gros, c'est des capteurs optiques, c'est des télescopes de différentes natures qui vont regarder s'il y a des risques de conjonction de trajectoire, donc de collision, ou des comportements suspects. Ici, on voit une autre application qui n'a pas été la première application, mais qui devient assez importante, c'est le suivi au lancement, parce qu'aujourd'hui, avec les méga-constellations, et une méga-constellation en particulier, quand on lance, on a un risque de collision
Donc il faut suivre pour lancer dans la bonne fenêtre et éviter ce risque de collision. Ensuite, si on déploie des constellations, comme vous le voyez là, il y a un moment où on largue les charges utiles, les satellites. On ne sait pas trop où elles sont parce qu'elles ne sont pas encore opérationnelles. Il y a des risques de collision, on risque d'en perdre, donc il faut les suivre pour cette phase de transitoire. Ici, on voit un risque de collision avec le satellite qui a dû faire une manœuvre pour monter en orbite. Là, on voit un engin qui a largué, en fait c'est un vaisseau BER qui a largué un sous-satellite, évidemment pour des intentions hostiles, et on va détecter cette situation anormale où un objet se dédouble. Et en plus, s'il avait été listé comme d'un pays peu amical, ça augmente la suspicion, évidemment. Aujourd'hui, ce réseau, c'est le plus grand réseau européen de surveillance de l'espace, surveillance optique. Et on a à peu près une trentaine de capteurs dans le monde répartis qui couvrent jour et nuit et qui offrent des services au commandement de l'espace, aux Minarmes en général, depuis 2017 et aussi à l'export à des pays comme le Japon. Je vous rends la main. Merci Monsieur Dumont pour cette présentation. Pour mieux comprendre et encore mieux expliciter les menaces qui ont été auparavant évoquées, je propose à Thomas et à Antoine de nous dresser un panorama pendant 2 dizaines de minutes de ces fameuses menaces et de la manière avec lesquelles aujourd'hui celles-ci amènent l'espace à devenir un véritable champ opérationnel du point de vue de la défense de notre pays et de la défense de l'Europe. Ok, merci beaucoup Valentin pour cette introduction très complète. Alors, il y a un déséquilibre dans le panel qui fait que les profils juniors ne vont pas forcément s'engager dans les analyses de fond. Donc ce qu'on vous propose en premier lieu, comme Valentin l'a très bien dit, c'est plutôt replanter le contexte, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fait du spatial pour les questions militaires, pourquoi on en a besoin, quel est le constat de la guerre d'Ukraine sur les moyens spatiaux et qu'est-ce que ça implique sur les façons de les défendre, et notamment en ce qui concerne l'implication des moyens civils, on y reviendra. Donc le but, c'est pas de faire un cours d'histoire, mais globalement, ce que l'on remarque et ce que vous savez certainement, c'est que les technos spatiales et les technos militaires, en fait, sont extrêmement proches, et c'est très, très ancien depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En gros, les premières fusées étaient des missiles un petit peu modifiés, et en fait, aujourd'hui encore, si on regarde de pas trop proche, la dualité est en fait assez affirmée, que ce soit sur les lanceurs et en fait même dans les satellites. Les premiers programmes de satellites étaient des satellites tout à fait militaires. Donc les programmes d'espionnage américains, Corona dès les années 60, et puis à chaque fois les pendants soviétiques, avec des applications qui se sont diversifiées. Par exemple en satellite d'alerte précoce de départ de missiles, et puis d'autres applications encore. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, la dualité reste, comme j'ai dit, essentielle et en fait profondément ancrée dans l'identité du secteur spatial. Et on peut catégoriser, alors c'est une catégorisation peut-être un peu simpliste, mais en fait assez efficace, les applications du spatial pour les opérations militaires et pour la défense en général en trois points. Donc vous avez les satellites d'observation et de renseignement, donc sous toutes les formes que vous imaginez, en optique, en radar, en électromagnétique. Vous avez certainement vu le lancement de CSO3 la semaine dernière, donc la composante optique française sur ce sujet sur lequel M. Nam était impliqué. Le deuxième point, c'est le PNT guidage, donc positionnement, navigation, timing. Donc globalement, c'est le GPS et tous les pendants régionaux et nationaux qui ont été développés par la suite. Donc en Europe, on a Galileo qui est civil, puis dual, et que l'on essaye de pousser vers la dualité et la militarisation, mais un certain nombre de pendants donc, sur cette application-là. Et dernière application, les télécoms. Donc on connaît tous les acteurs du haut, Eutelsat, SES, etc. Et les pendants tout à fait nationaux, Syracuse en l'occurrence en France. Donc pourquoi est-ce qu'on fait de l'espace dans les applications militaires? C'est à peu près clair parce que ça découle directement de ce que je vous ai mentionné et on voit très bien l'intérêt militaire. Maintenant, il y a un constat que l'on fait depuis
30 ans, globalement 35 ans, c'est que dans tous les conflits armés que l'on a connus, le spatial a été utilisé et en fait a été directement une condition de supériorité opérationnelle, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une armée extrêmement forte, mais dans tous les conflits, donc ça commence à la guerre du Golfe, années 90, et en fait on le voit après, guerre d'Afghanistan, guerre d'Irak et même l'engagement français au Sahel, sans les moyens spatiaux, les armées n'auraient probablement pas pu se déployer de manière aussi efficace et à leur plein potentiel. Donc on a besoin de conserver la supériorité sur le segment spatial et dans toutes les applications que j'ai mentionnées, voire même d'autres encore. Donc ça, c'est un constat que l'on fait. Maintenant, depuis 3 ans en Ukraine, on observe 2 choses. C'est-à-dire, en premier lieu, la réaffirmation de cette condition de supériorité. Donc vous devez toujours continuer à être maître de vos outils spatiaux et à faire de l'espace pour être performant militairement. Et on observe aussi un certain nombre de ruptures, à commencer par le fait que l'espace soit devenu beaucoup plus accessible pour les utilisateurs, y compris les civils et y compris les militaires, donc notamment en Ukraine. Donc un exemple, tout le monde a accès à Google Maps, les Ukrainiens s'en servent pour leur déplacement, voilà. Et accessible aussi pour les opérateurs et les développeurs de moyens spatiaux. Donc on connaît tous l'exemple de Starlink, donc Elon Musk, opérateur privé, qui a décidé d'envoyer ses satellites et puis d'en donner l'accès aux Ukrainiens, y compris pour les opérations militaires. Donc une nouvelle accessibilité qui implique une certaine diffusion des applications spatiales du niveau plutôt historiquement stratégique au niveau opérationnel. Je pense que c'est encore un peu tôt pour parler de niveau tactique. En tout cas, ce qu'on observe, c'est un renseignement d'origine spatiale, typiquement de l'imagerie, qui est utilisé beaucoup plus fréquemment avec un recours plus systématique, donc au niveau opérationnel. On a un dernier constat qui est une modification des architectures des applications spatiales pour les applications militaires. Donc ce que ça veut dire en clair, c'est les constellations de satellites que l'on avait commencé à développer, mais dont la guerre d'Ukraine nous montre tout le potentiel et toute l'importance pour la supériorité opérationnelle. Donc en gros, ça tient en 3 points. Un taux de revisite très élevé, donc vous avez des satellites qui volent plus bas, qui sont plus nombreux, et donc vous pouvez avoir un rafraîchissement beaucoup plus important d'images et de renseignements. Le deuxième point, c'est une certaine résilience. En clair, c'est facile de détruire un satellite, mais c'est plus difficile de détruire 500 satellites à la fois. Donc avantage des constellations. Et dernier point, c'est une couche de transport. Globalement, vous pouvez transporter des informations dans l'espace entre les satellites qui communiquent plutôt que devoir planter plusieurs stations sol sur la surface de la Terre. Donc 3 avantages opérationnels de cette nouvelle architecture que l'on est en train de développer, y compris en Europe. C'est le sens un peu de Iris Carré, et que l'on va devoir protéger. Et donc c'est là-dessus, c'est là où je veux en venir, c'est que cette modification des architectures implique certainement une modification de la façon de penser la défense spatiale, notamment parce que les acteurs civils sont aussi impliqués, donc c'est 2 éléments de complexification. Voilà. Dernier axe, donc rapidement, pour faire un petit constat capacitaire et des acteurs, le schéma il n'a pas trop changé, c'est-à-dire que les nations spatiales sont globalement les mêmes. Alors je parle sous contrôle évidemment des experts, mais enfin, vous avez toujours États-Unis, Russie, Chine, France, et puis d'autres dans une certaine mesure. Et d'ailleurs, petite digression, mais si on compare l'étendue du spectre des capacités françaises en termes de spatial, on se rend compte qu'on est plutôt très performant ramené à l'échelle du pays. Mais bref, donc le schéma est plutôt inchangé, mais le constat que l'on fait, donc je reviens sur les points précédents, c'est des constellations qu'il va falloir protéger, et peut-être que la protection se fait d'une façon différente que la protection traditionnelle des assets type géostationnaire. Ce qu'on appelle le New Space, donc globalement une réduction des cycles de développement, des coûts et de l'agilité des programmes, qui fait qu'on va peut-être devoir être plus réactif aussi sur l'adaptation aux menaces, et donc y compris dans les processus industriels pour répondre à des menaces qui peuvent se développer plus rapidement. Et l'implication des acteurs civils, donc évidemment le petit jeu de Starlink, d'Elon Musk, du type on vous donne Starlink, on vous enlève Starlink pour les missiles, on vous enlève Starlink dans telle zone, voilà. Une complexification de la question sur ce niveau-là, qui a notamment entraîné la Russie, je crois en marge d'un sommet à Genève il y a quelques années, après le début de la guerre en Ukraine, à mentionner le fait qu'à ses yeux, les satellites civils pouvaient devenir des objectifs militaires tout à fait légitimes, ce qui est tout à fait inédit, je crois, dans la question spatiale militaire, et qu'il convient d'adresser aussi dans les réponses que l'on donne aux menaces. Donc j'en ai fini sur ça. La conclusion globalement, c'est qu'il y a un certain nombre de ruptures que l'on constate sur l'utilisation du spatial dans les opérations militaires. Ça reste une condition nécessaire à l'autonomie stratégique et à la supériorité opérationnelle, mais on doit se poser la question de par quels moyens et dans quelle mesure est-ce que l'on doit protéger ces assets spatiaux qui donc changent de nature et se complexifient. Voilà.
Merci beaucoup Thomas pour ce constat très clair. Alors laissez-moi enchaîner sur les différents types de menaces justement qui pèsent sur les atouts que Thomas vient de mentionner, qui sont stratégiques et clés pour la France. Donc globalement, vous pouvez déjà partir du préavis que tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui comme type de menace dans l'espace est soit déjà en orbite, et on ne le sait pas forcément, soit en cours de développement. Donc je vais essayer de vous lister là une liste des menaces qu'on connaît aujourd'hui et celles qu'on peut imaginer à l'avenir, mais c'est clairement pas exhaustif, et il faut retenir que la plupart des nations qui sont capables de lancer de façon autonome des systèmes en orbite ne divulguent pas leur programme militaire, et notamment je pense ici à différents programmes de la Russie ou même des États-Unis, et j'en reparlerai après. Donc pour commencer ce panorama des menaces actuelles, il y a, comme l'a évoqué Valentin, les menaces anti-satellites, les tirs à ascendance directe de missiles anti-satellites. Donc il faut retenir que l'enjeu principal de l'espace, c'est la gestion des déchets, puisque c'est un environnement où tout élément déployé va y rester pour un certain nombre d'années. Et quand on augmente la distance de l'orbite, c'est très rapidement à l'échelle humaine pour l'éternité. Et un tir de missile anti-satellite produit, en ordre de grandeur, plusieurs milliers de débris qui sont individuellement potentiellement la cause de la mise hors service d'un seul système. Donc les premiers à avoir déployé ce type d'armes, ce sont les États-Unis, en réaction au déploiement du satellite Sputnik en 1957. Et là, s'en est suivi une réaction en chaîne, qui est que la Russie a aussi développé ce type de programme-là, suivi par la Chine et l'Inde. Donc vous avez là les quatre nations qui sont aujourd'hui reconnues officiellement comme détentrices de ce type d'armes, sachant que la Russie en a fait usage en dernier lieu, en 2021, peut-être que vous en souvenez, juste avant l'invasion russe en Ukraine. À côté de ça, il y a une résolution non contraignante qui a été proposée par les États-Unis au niveau de l'ONU pour interdire l'utilisation de ce type de missile, mais aussi toute la recherche et le développement qui y sont associés. Et donc c'est pour ça que la Chine et la Russie, au vu de l'avancée américaine sur le sujet depuis 1957, ont refusé de rejoindre cet amendement. L'Inde s'est aussi abstenue. Par contre, la France en fait partie. Voilà pour ce constat pour les missiles anti-satellites. Il faut retenir aussi qu'il y a potentiellement des satellites en orbite qui sont potentiellement source d'explosifs et qu'on n'en a pas conscience. Donc il peut aussi y avoir des explosions, enfin des radiations, parce qu'il n'y a pas d'explosion dans l'espace, au niveau de satellite vers satellite. Donc le deuxième type de menace, ce sont les écoutes électromagnétiques. Et typiquement, qui prennent la forme de satellites butineurs qui viennent inspecter les satellites cibles. Et c'est exactement cet événement-là qui a été la source de la création de la stratégie spatiale de défense française en 2019 et du commandement de l'espace français. Puisque en 2017, il y a eu un rapprochement d'un satellite patrouilleur russe, Louche-Olympe, le premier de sa famille, qui s'est rapproché du satellite de télécommunication militaire franco-italien Athena Fidus, qui a été détecté justement par le réseau Helix d'Ariane Group que vous avez pu voir dans la vidéo juste avant. Donc l'enjeu de ce type d'approche offensive de la part des Russes, c'est l'écoute du spectre fréquentiel du satellite cible. Donc non seulement ça permet d'enrichir les modèles de brouilleurs qui sont au sol ou en orbite pour ce type de satellite cible, et aussi il y a un enjeu de localisation potentielle de l'utilisateur de ce satellite au moment de l'observation au sol, ce qui est du point de vue militaire très grave. Et plus récemment, il y a eu une récidive de ce type de satellite de la famille Louche-Olympe sur les satellites civils de Telsat et de SES fin 2024. Donc, troisième menace, les brouillages. Donc là, il y a deux types de brouillage. Il y a soit le jamming. Le jamming, c'est le fait d'empêcher la réception d'un signal en noyant le signal dans des signaux parallèles d'amplitude plus élevée. Voilà, ce qui empêche le récepteur d'avoir son information. Et deuxième type de menace, de type de brouillage, c'est le spoofing. C'est le fait d'envoyer un faux signal qui soit interprété par l'utilisateur comme vrai. Et donc ça, dans les deux cas, il y a soit la menace depuis le sol vers l'espace ou de satellite à satellite. Donc la France s'adapte à ce type de menace, notamment avec des exercices militaires en situation de GPS, enfin GNSS réduite. Et je parle justement de cette situation de GNSS réduite parce que c'est les signaux les plus facilement brouillables. Ils sont de faible amplitude.
ce qui fait que niveau jamming, ça rend la situation très, très simpliste. Et sur ce point-là, je voulais évoquer avec vous les 4 grandes constellations mondiales de localisation, de positionnement. Il y a donc la version américaine, la version européenne, la version russe et la version chinoise. Et elles ont été pensées comme étant plus ou moins interopérables. Et cet aspect d'interopérabilité, il a amené la dernière constellation, qui est celle chinoise, donc lancée en 2015 et mise en opération en 2020, à être dénoncée par les systèmes américains et européens comme source potentielle de spoofing, c'est-à-dire une capacité d'imiter les signaux des autres constellations au risque, vu que Thomas évoquait ça juste avant, que des militaires français s'appuient dessus au sol. Donc rien n'a été prouvé, enfin tout a été démenti par la Chine, mais ça reste un risque à part entière. 4e menace sont les menaces cyber. Les menaces cyber, elles touchent principalement les stations sol. Elles arrivent quotidiennement et l'exemple parfait que vous avez en tête, c'est sans doute l'attaque d'une antenne sol en Ukraine juste avant l'invasion sur le sol ukrainien par la Russie, qui a entraîné l'inutilisabilité d'un réseau de télécommunications par les militaires ukrainiens. Et sur ces thématiques de sécurité cyber, il y a justement un concours organisé par une entreprise française, SciSec, qui s'appelle SciSat, qui pointe du doigt ces enjeux de cybersécurité au niveau spatial. Et je voulais vous mettre en avant parce que dans l'édition de 2023, une équipe de Thales Alenia Space, donc chaque entreprise qui souhaite participer au concours est libre d'y participer, et globalement c'est l'ESA qui en l'occurrence là a mis à disposition un satellite, un nanosatellite à disposition du concours, et les industriels avaient champ libre pour défier les limites cyber du satellite en question. Et là, cette équipe de Thales Alenia Space a réussi à prendre le contrôle total du satellite, donc ils pouvaient le manœuvrer. Et donc je voulais pointer du doigt là les enjeux cyber qui sont d'autant plus importants sur des systèmes civils ou duaux qui pourraient être utilisés à des fins militaires ou en appui de support d'opérations militaires. Donc maintenant que vous avez ces menaces plus ou moins classiques en tête, il y a aussi des nouvelles menaces qui apparaissent. Il y a à la fois des nouvelles menaces technologiques, typiquement les armes à énergie dirigée. Je te laisse me contrôler, Valentin. Les armes à énergie dirigée, qui sont déployables soit depuis le sol, soit de satellite à satellite. Encore une fois, l'enjeu, c'est les débris. Donc, rendre un satellite inutilisable en trouant son panneau solaire avec un laser, ça fait un seul déchet, et pas des dizaines de milliers en utilisant un tir anti-satellite. Il y a ensuite les menaces mécaniques. Donc, c'est ce qu'on appelle le retrait actif de débris en orbite. Aujourd'hui, c'est développé par plein de startups un peu partout dans le monde, au niveau civil, pour des systèmes coopératifs. C'est-à-dire qu'on va chercher à retirer un débris, ou alors à travailler avec une nation coopérante sur des mouvements de satellites en orbite. Mais demain, ça pourrait être utilisé sur des systèmes non coopératifs. Et c'est là tout le problème. Aujourd'hui, ça reste civil, mais les applications pourraient être très fortement militaires à l'avenir. Il y a aussi des nouveaux acteurs qui les utilisent, comme j'évoquais à l'instant avec la menace cyber. Le fait qu'il y ait des entreprises privées plus petites avec des business models différents qui entrent en jeu fait que ce n'est pas forcément rentable pour elles d'imposer des standards de cybersécurité à la hauteur de la sécurité dont leur système a besoin. Ce qui fait que ça les rend vulnérables du point de vue d'acteurs étrangers. Il y a aussi des acteurs non étatiques qui interviennent. Je pense là, c'est un peu plus marginal, mais les outils qui ont démontré leur capacité d'utilisation de missiles balistiques il y a 2 ans. Et Israël avait intercepté leurs missiles au niveau de l'espace. Donc là, on peut imaginer une certaine perte de contrôle. En tout cas, il ne faut pas perdre de vue que les acteurs se multiplient dans ce théâtre d'opération. Voilà. Et après, de façon encore plus marginale, il y a la météo spatiale qui est mal connue aujourd'hui et qui reste la première source de défaillance des systèmes en orbite. Donc ça, on ne peut rien y faire, mais il faut juste le comprendre et adapter les systèmes, notamment dans le New Space. Et il y a aussi les programmes secrets qu'on ne connaît pas. La Russie a notamment potentiellement un programme de satellite avec une source d'énergie nucléaire qui émettrait des radiations et qui rendrait caduques les systèmes électroniques du satellite cible. Mais rien n'a été prouvé, et c'est là le message que je vais vous laisser, c'est le fait qu'on connaisse seulement ce qu'on veut nous laisser connaître. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes dans l'Assemblée qui connaissent plus les menaces que je ne connais pas par rapport à celles que je viens de vous évoquer.
Mais voilà, donc ce doute est constamment présent. Et justement, le DGA a évoqué, il me semble, mardi à ce forum, qui était convaincu que le prochain conflit, en tout cas la prochaine guerre, serait déclenchée dans l'espace. Et je voulais évoquer avec vous ce triptyque d'échelle de coopération, compétition, conflit, compétition, contestation, conflit, pardon, excusez-moi, et que le spatial se situe parfaitement dans cette zone grise qui est l'espace de contestation. Et il sera peut-être amené par la suite à évoluer pour basculer au-delà du seuil de conflictualité et rentrer dans le domaine du conflit. Alors, je crois que j'ai parlé un peu longtemps sur les menaces, mais je voulais évoquer avec vous la réaction française face à ces menaces. Je vais y aller assez rapidement. Mais donc, maintenant que vous avez bien vu de l'ensemble des menaces, quelles contre-mesures la France peut-elle mettre en place? Déjà, je voulais vous rappeler la posture de la France vis-à-vis de ces contre-mesures. Parce que vous pourriez me dire, effectivement, la France développe des contre-mesures, mais du point de vue des autres pays, c'est complètement des menaces. Mais la France développe tout ceci, enfin vous allez voir, dans une posture de légitime défense, qui a toujours été celle qu'elle avait historiquement. Donc, ce programme de contre-mesures, il découle de la stratégie spatiale de défense de 2019, et c'est le programme ARES, Action et Résilience Spatiale. Il en découle 3 objectifs. Le premier, cataloguer les moyens sols et embarqués. Le deuxième, c'est avoir des moyens d'action pour agir dans l'espace. Et le troisième, c'est des capacités d'identification pour traiter la donnée, puisqu'il y a un énorme flux de données. L'enjeu spatial est fortement corrélé avec les enjeux énergétiques au sol, notamment parce qu'on cherche à implémenter des outils d'IA dans cet objectif-là. Voilà, et donc les programmes à la DGA sont repensés. Il y a notamment pour cataloguer les moyens sols et embarqués une mise à jour des radars graves et SATAM utilisés pour la détection et le suivi des objets en orbite, qui arrive en fin de vie d'ici 2030, après avoir déjà été prolongé. Et donc il y a tout un consortium d'entreprises qui prennent le relais. Donc il y a notamment Ariane Group, il y a Safran Data System, avec qui j'ai pu travailler, Lookup et Aldoria. Donc il y a à la fois des grands groupes et des startups. Et ça montre là l'ambivalence que la DGA cherche à mettre en œuvre. Sur les aspects agir dans l'espace, vous avez le programme Égide, dont vous connaissez sans doute le prototype qui s'appelle Yoda. Ils sont assez forts en acronyme et dont le lancement est prévu cette année. Le deuxième programme, donc ça c'est un programme en orbite géo, donc 36 000 km. Le deuxième programme, c'est le programme Toutatis, qui est un programme d'action dans l'orbite basse, Léo, je pourrais en parler plus en détail tout à l'heure si vous voulez. Et il y a aussi des programmes de type intercepteur avec la start-up Dark, qui a été fondée par 2 anciens d'MBDA et qui a comme cahier des charges de pouvoir désorbiter en moins de 24 heures en orbite basse, donc jusqu'à 2000 km, toute cible hostile. Ce qui est un défi assez colossal. Mais donc sans faire d'explosion, c'est-à-dire en l'attrapant et en le désorbitant de façon à le consumer dans l'atmosphère. Voilà. Ensuite, il y a aussi l'implémentation d'outils d'IA avec la collaboration, je pense ici à Helsing, l'entreprise, la start-up allemande qui collabore avec Loft Orbital, une start-up franco-américaine, sur l'implémentation des outils d'IA dans une nouvelle constellation multimission. Voilà. Et les outils d'IA seront évidemment à prendre en compte dans le traitement des données au niveau du sol. Et puis tous les enjeux des micro-lanceurs aussi pour le réassort. Voilà, donc l'innovation est repensée par la DGA, puisqu'elle a dans chacun de ses centres techniques des pôles d'innovation nouveaux. Et typiquement, à Toulouse, il y en a un pour l'aérospatial. Et ils soumettent des appels d'offres très ouverts. Tout le monde peut y répondre. Bon, ça ne remonte pas forcément jusqu'au plus haut niveau, mais au moins ça stimule l'innovation. Et il y a aussi des laboratoires internes au commandement de l'espace, le LISA, pour ne citer que lui. Et enfin, dernier point, je finirai là-dessus, ce sont les standards qui sont remis en question. Puisque, en prenant l'exemple des drones, il y a l'entreprise Sturgis et Gaillard qui a développé le concept de drone certifiable mais non certifié. Et ce concept-là est très intéressant parce qu'il s'inscrit parfaitement dans la démarche de contre-mesure qui cherche à réduire les temps de programme et les coûts. Et ne pas certifier, mais faire un drone certifiable en cas de conflit, qui serait complètement déjà opérable, ça rend le développement de ce programme beaucoup plus pertinent. Et donc on se demandait, notamment avec Thomas, si ce genre de démarche ne pouvait pas être mise en avant aussi dans le milieu spatial. Voilà, moi j'en aurais fini à présent et je développerai certains points avec vous avec plaisir par la suite. Merci.
Merci Thomas, merci Antoine. Maintenant que nous disposons d'un panorama relativement complet des différentes menaces qui pèsent dans le domaine spatial, je me tourne vers Monsieur Dumont afin de savoir ce qui est entrepris au sein d'Ariane Group, au-delà de la petite vidéo que nous avons vue tout à l'heure, pour prévenir et pour lutter contre ces menaces qui interviennent au sein du domaine spatial. Oui, tout d'abord, merci pour ce panorama très complet. La première brique, comme je l'ai déjà expliqué, c'est la surveillance de l'espace. C'est observer pour savoir ce qui se passe. Évidemment, ce réseau, il évolue, donc on intègre des nouvelles technologies d'observation, notamment au travers du projet du Fonds européen de défense Emissary. On travaille aussi sur le partage collaboratif des données de surveillance de l'espace entre les différents MOD européens. Comment partager, comment ne partager qu'avec certains MOD. C'est un autre projet du Fonds européen de défense, ce qui amène d'ailleurs le sujet de l'Europe versus la France. Ensuite, on s'intéresse à ce qui est plus proche de l'action, notamment le lancement réactif, c'est-à-dire un lancement dans l'espace à courte échéance avec un court préavis. On parle de préavis de l'ordre de quelques jours. Pour quel usage? Pour remplacer des capacités qu'on aurait perdues dans l'espace, pour augmenter des capacités dans des situations où on a besoin de plus. Pour la défense dans l'espace, mais ça peut être aussi civil pour des situations de crise. Et puis aussi, évidemment, pour protéger les assets dans l'espace. Donc ça, c'est des projets en développement qui ne sont pas encore des systèmes complètement opérationnels. Bien que sur le lancement réactif, on peut penser logiquement qu'en premier, ce seront des lanceurs civils qui auront cette fonctionnalité de service de lancement réactif. Voilà. Très rapidement, pour répondre un petit peu à la question d'Antoine sur la certification et les lanceurs. En fait, sur les lanceurs, il n'y a pas de certification, il y a des autorisations. Donc, quelque part, la question ne s'applique pas. Sur le spatial en orbite, je laisserai d'autres répondre. Très bien, merci Monsieur Dumont. Et d'un point de vue historique, je me tourne vers Thomas et Antoine pour potentiellement avoir des éclairages supplémentaires sur ce qui a conduit les acteurs privés à finalement se positionner, peut-être après les acteurs publics ou peut-être pas, sur ce segment de la sécurité spatiale, avant peut-être de comprendre avec Monsieur Dumont qu'est-ce qui a conduit Ariane Group à progressivement se positionner sur ce même segment. Alors c'est difficile de parler à la place d'entreprises que je ne connais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a certaines entreprises qui peuvent considérer la défense dans l'espace comme la continuité naturelle de leur domaine d'activité. Donc je pense à Dassault Aviation notamment, qui développe certains programmes spatiaux, mais il y en a d'autres. Et je pense aussi que dans la même idée, vous avez des entreprises, donc en l'occurrence Ariane Group, qui développent des outils basés sur des outils qu'ils avaient déjà pour d'autres usages, mais en fait tout à fait similaires. Donc en l'occurrence Helix, dont vous avez vu la vidéo tout à l'heure, je crois que ça repose en partie sur quelque chose, sur des outils qui existaient déjà. Parce que quand vous tirez une fusée, globalement, vous n'avez pas envie de taper un satellite en orbite, donc vous avez besoin de cartographier où sont les satellites et est-ce que votre tir va être sûr. Donc bon, je laisse peut-être Monsieur Dumont compléter après, mais je crois qu'il y avait un certain nombre d'outils qui existaient et qui ont été étendus et complétés par rapport à ces enjeux de défense d'assets spatiaux. Voilà. Ok. Oui, merci. Je vais pouvoir faire la transition. Rapidement, je vais rappeler ce qu'est Ariane Group parce que c'est une entreprise, une marque assez récente et assez mal connue. Ariane Group, le nom raccroche très vite à Ariane 6 actuellement. Donc c'est le maître d'œuvre des lanceurs civils. Mais aussi le deuxième produit qui est, on va dire, dans l'entreprise aussi important que la version civile, c'est le lanceur de la dissuasion, c'est le M51. Et donc là, on voit apparaître cette dualité, lanceur civil, lanceur pour la défense, lanceur qui passe par l'espace, donc c'est le même métier, il traverse l'atmosphère,
La différence, c'est qu'il réentre à la fin, évidemment. Oui, cette dualité, elle est au cœur d'Ariane Group, et les deux métiers ne peuvent pas être dissociés. Il faut avoir deux jambes pour marcher, on dit dans le domaine. Alors la défense des assets dans l'espace, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a eu des études dans les décennies précédentes, y compris sur le lancement réactif. C'est quelque chose de pas du tout nouveau. Simplement aujourd'hui, on voit plus de pression. Il y a plus d'événements dans l'espace qui font qu'on pense qu'on va arriver à des produits concrets, opérationnels. Voilà. Ariane Group, donc c'est le transport spatial. C'est aussi la maîtrise du temps, avec des systèmes qui vont automatiquement gérer les décisions à prendre, y compris surtout la gestion de la sûreté. Et c'est surtout des systèmes qui sont peu opérés par des humains, en fait. Contrairement aux assets orbitaux qui sont plutôt où vous pouvez attendre, ça continue à tourner en gros, et vous pourrez prendre une décision plus tard. Dans les produits phares d'Ariane Group, liés à la réentrée, on a aussi les planeurs hypersoniques, le planeur VMAX, qui est un démonstrateur qui a été testé il y a quelques années et dont le programme continue, qui est lié à l'expertise en réentrée. Et puis aussi, on peut citer l'ATV, le véhicule de transfert automatique de ravitaillement de la Station spatiale internationale, qui était un engin qui, pour la première fois au monde, allait faire un docking automatique vers un autre vaisseau qui était la Station spatiale internationale et qui était un engin habité. Enfin, la station spatiale étant habitée, ça a amené à des contraintes de sûreté très particulières. Et cette expérience, aujourd'hui, on la réinjecte aussi dans ces études de protection des assets spatiaux ou de défense. L'ATV, justement, on peut le lier à la SSA parce que le premier ATV qui devait partir en mars 2008, donc rejoindre la station spatiale qui est à 400 km, 15 jours avant, les Américains ont décidé de faire un tir ASAT à 250 km, justifié par le fait qu'un de leurs satellites était hors de contrôle et contenait des substances de propulsion dangereuses. On leur laisse la justification. Et évidemment, ce tir ASAT a généré tout un panache de débris. Et la question était, est-ce qu'en faisant ce lancement, on risque de rencontrer des débris? Est-ce qu'on risque de mettre en danger la mission? Est-ce qu'on risque de défiabiliser la TV? Et quand il se dockera à la Station spatiale internationale, est-ce qu'il y a des risques pour les astronautes? Ce qui a engagé en mode quick and dirty des premiers moyens de surveillance de l'espace. Voilà. Et pour rebondir sur les nouvelles méthodes de travail qu'on voit dans les startups, c'est aussi des choses qui existent dans les grands groupes, notamment sur la SSA. On a commencé avec du quick and dirty, puis on a itéré, et le système s'est amélioré et s'améliore toujours. Donc c'est des choses qui se pratiquent aussi dans les entreprises du milieu. La défense de l'espace, oui, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, et les Russes eux-mêmes avaient prévu des engins d'interception dans l'espace avant même d'avoir lancé leur premier satellite. Et évidemment, même si l'Europe et la France n'a pas développé de moyens en regard de ceux-ci, a suivi constamment ces systèmes, enfin ces évolutions, et le plus souvent, c'est limité à des études. Merci messieurs. Alors on le voit, le secteur privé a pris une place absolument prépondérante dans la définition de ces solutions, mais en l'absence de doctrine au niveau de l'OTAN, au niveau de l'Union européenne en matière de sécurité spatiale, Monsieur Nam, Monsieur Dumont, est-ce que vous pouvez nous décrire quelle marge de manœuvre est laissée aux industriels
pour développer les concepts d'opération des solutions qui sont développées? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ensemble? Est-ce que l'industriel travaille tout seul et après est suivi par l'État? Comment ça s'organise tout ça? Alors, la construction d'une doctrine, elle se fait souvent de manière itérative. Dans le cas de figure du spatial, où finalement on commence tout juste à avoir des capacités réellement actives dans l'espace, on va en avoir dans les prochaines années. En fait, ce n'est pas un cas de figure comme un avion de chasse ou un bâtiment maritime ou un char pour lequel on a des décennies d'expérience, voire des siècles d'expérience, pour lequel les armées sont déjà habituées à manœuvrer des objets militaires depuis un certain temps. C'est moins le cas pour les satellites, puisque les satellites, on en a depuis un certain temps, on en a depuis plusieurs décennies maintenant, les civils en ont depuis plusieurs décennies. On ne les manipule pas comme des objets militaires, enfin, ce sont des objets qui restent globalement sur leur orbite, qui font tranquillement leurs orbites de Kepler, et qui servent, entre guillemets, à faire du renseignement ou des télécommunications. Là où, au cours de cette décennie, vers la fin de cette décennie, on va enfin parvenir à obtenir des capacités actives dans l'espace avec des satellites qui sont capables de manœuvrer, qui sont capables de se propulser et qu'on dimensionne pour une propulsion pour faire des manœuvres et des actions autour d'autres satellites hostiles, ou en tout cas inamicaux. Et du coup, il y a une doctrine à construire. Cette doctrine, elle est construite de manière itérative, d'une part parce que les industriels sont capables de faire et de produire techniquement parlant, en termes de propulsion, en termes de chronologie, en termes de liaison entre le bord et le sol, pour le cas des satellites par exemple, mais c'est également vrai pour tout ce qui est accès réactif. Et d'autre part parce que les opérationnels, les militaires, sont capables de faire ou se voient capables de faire en termes d'entraînement, en termes de RH, en termes de décision également. Le temps dans l'espace n'est pas vraiment le même temps que ce qu'il y a sur Terre. Lorsqu'on pilote un avion de chasse, il faut être très réactif, il faut vraiment des pilotes aguerris qui ont des réflexes particuliers. Lorsqu'on manœuvre dans l'espace, c'est très différent. Alors ça dépend, il y a toute une pluralité de cas de figure, mais si on commence à avoir un satellite adverse qui commence à vouloir se rapprocher de nos satellites à nous, ça ne va pas se faire en 10 minutes, ça va prendre plusieurs orbites, ça va prendre du coup plusieurs heures. En orbite géostationnaire, ça peut prendre beaucoup de temps, on a le temps de le voir venir. Et ça implique du coup une manière de réfléchir différente qui va influer sur la façon de gérer les opérations spatiales et donc du coup également sur la doctrine qu'on met en place. Donc tout ça se fait de manière itérative. Aujourd'hui, on a la stratégie spatiale de défense qui a été publiée en 2019, qui est vraiment le socle de notre réflexion, qui décrit la manière dont on veut considérer l'espace, dont on considère l'espace aujourd'hui et depuis 2019 pour les années à venir. Cette stratégie spatiale de défense, ça va être réactualisée via un groupe de travail mis en place par le Premier ministre depuis quelques jours. Par la suite, il faudra vraiment réfléchir, et c'est ce qu'on est en train de faire, à ce qu'on appelle dans le domaine militaire le DORES, doctrine, opération, RH, équipement, soutien, entraînement. Ce sont vraiment les piliers qui permettront de conduire des opérations militaires et qui se font de concert avec les industriels. Dans votre question, en fait, je vois deux questions. Il y a la question de comment on travaille avec la défense, avec les opérationnels, et puis aussi la question de France versus Europe. Alors, pour les industriels, la doctrine, on est moins prescripteur, évidemment. On est beaucoup plus on va peut-être l'alimenter, mais on va plus l'avoir en héritage, et on va plus discuter sur justement l'Econops, et on va impliquer surtout les opérationnels dans les concepts d'opération, puisque c'est eux qui vont opérer. Donc c'est tout un dialogue à ce niveau-là. Au niveau français, c'est bien organisé. Il y a la DGA et puis il y a les forces pour les développements de moyens. En Europe, c'est un petit peu plus compliqué. C'est en cours de rodage. Même si aujourd'hui on voit quand même beaucoup de financement côté européen et même plus qu'en franco-français, donc les industriels vont forcément aller vers le niveau européen. Il y a un besoin de coopération au niveau des MOD. Et pour ça, il y a des structures existantes. Par exemple, il y a le PESCO,
structure de coopération permanente qui regroupe des MOD sur différents sujets. Pour la protection des assets dans l'espace, c'est DOSA, Defense of Space Assets, donc qui permet pour les projets européens d'avoir autant que possible un interlocuteur unique ou en tout cas une forme de coordination. Il y a aussi en européen les industriels qui doivent coopérer avec parfois des redondances. Évidemment, la BITD, elle est gérée en France avec le niveau suffisant de compétition et en maintenant les compétences. Mais quand on arrive en européen, on va avoir des redondances. Et puis, travailler pour les industriels en européen, ça peut être compliqué. Par exemple, un cas concret, c'est les échanges de données. Quand vous travaillez avec des données protégées, on va avoir l'Europe qui propose un système de cryptage qui malheureusement n'a pas été validé dans chaque pays européen participant. Donc on va se retrouver par la force des choses à accepter des moyens qu'on ne devrait pas accepter, mais bon, on le fait. Donc il y a des progrès à faire à ce niveau-là. Aussi, en européen, évidemment, les distances sont plus importantes, mais on ne va pas en permanence faire des voyages pour faire des réunions. On aurait besoin de moyens de visioconférence de niveau diffusion restreinte ou équivalent. Ça n'existe pas. Donc soit on est en borderline, soit on se limite à des échanges de mails. Donc c'est assez compliqué. Et puis en européen, une difficulté aujourd'hui, c'est que les cycles sont assez longs. On le voit sur le FED pour le projet sur le lancement réactif ou le spatial réactif. Le sujet a dû être proposé en 2020, formalisé en 2021, l'appel d'offres en 2022. On a mis 1 an pour répondre, enfin 6 mois pour répondre. 2023, il ne se passe rien, on attend la réponse. Fin 2023, on a la réponse, on engage pour 2 ans les travaux. On arrive aujourd'hui en 2025, on a pris 5 ans pour faire une étude de phase 0, pour donner au MOD des informations juste pour les alimenter. Donc, alors que les MOD nous disent on voudrait des solutions à l'horizon 2030. Si on engage un 2e cycle, ça va être difficile d'avoir des solutions préopérationnelles si on veut au moins atteindre ce niveau-là avec ces cycles-là. Et puis j'ajoute aussi qu'il y a des difficultés organisationnelles. Les clients, c'est la commission. Les MOD ne sont pas les évaluateurs des réponses, n'ont pas forcément les résultats des projets. Donc il y a beaucoup d'améliorations à apporter à ce niveau-là. Et c'est pas facile de trouver la porte d'entrée pour améliorer cette organisation. Je ne sais pas si on a le temps pour un petit commentaire, mais je vais juste rajouter quelques éléments à propos de ce que vous venez de dire sur la coopération ou concurrence en Europe. Il y a notamment des entreprises au niveau du couple franco-allemand qui collaborent très bien. Je pense notamment au niveau de la surveillance de l'espace. Donc il y a par exemple Safran qui a investi, donc qui fait la surveillance de l'espace à l'aide de moyens sol radiofréquences, qui a investi dans une start-up allemande, Vioma, qui elle fait des moyens de surveillance de l'espace en orbite. Et donc il y a ce couplage qui pourrait être intéressant pour à la fin obtenir un système au sol plus en orbite avec différentes technologies. Il y a aussi, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, Loft Orbital et Helsing. Mais plus largement, un autre point que je voulais évoquer là, c'était la doctrine européenne au niveau légal. Comment c'est mis en place. Enfin, c'est actuellement en cours de discussion au niveau européen. En France, on a la LOS. Donc l'enjeu, c'est d'influencer au plus possible sur la Space Law européenne pour que ça soit comparable à celle française. Et elle serait basée sur le marché commun européen, donc ce qui est une des choses qui fonctionne bien au niveau de l'Union européenne. Et donc ça permettrait d'avoir un effet direct sur aussi les acteurs non européens qui seraient opérateurs sur le sol européen. Voilà. Merci.
Ouais, je vais compléter encore quelques propos effectivement par rapport à l'Europe. Et effectivement, c'est vraiment très difficile, comme ça a été souligné, de coopérer au niveau européen. Ça reste néanmoins vraiment une ambition qu'on porte et qu'on essaie de construire tous ensemble. C'est difficile parce que l'Europe, c'est vraiment une énorme puissance industrielle, c'est vraiment une énorme puissance politique, mais qui refuse de se voir comme telle, malheureusement. C'est aussi une puissance qui est vraiment capable de rivaliser avec les États-Unis, par exemple. La problématique majeure qu'on a en Europe, c'est qu'on a vraiment des volontés divergentes, en particulier au sein des pays, et parfois ça marche pas. Galileo, ça a marché, même si c'était un peu difficile de début. Iris Square, c'était vraiment compliqué. Pour l'instant, c'est parti plutôt sur des bons rails. On voit qu'il y a un certain nombre de choses qui sont difficiles à mettre en place. Typiquement, on essaie de mettre en place tout un système d'alerte avancé au niveau européen. Ce système d'alerte avancé, l'objectif, c'est de détecter tout ce qui est départ de missiles balistiques. Pour spécifier ce système d'alerte avancé, il faut avoir une idée de ce qu'on cherche à détecter. Donc, en gros, je fais la version un peu courte, mais d'avoir des spécifications de missiles balistiques. Et évidemment, ce sont des choses qu'on n'a pas forcément envie de partager avec d'autres pays. Ça, c'est un exemple. Au niveau européen, on a vraiment une politique qui fait que c'est assez difficile d'avancer ensemble, mais parfois on y arrive. Après, on peut aussi regarder à l'extérieur du niveau européen et voir les coopérations avec d'autres pays. Et donc, j'ai cité les États-Unis à l'instant, mais c'est vrai aussi avec les États-Unis, c'est vrai avec d'autres pays dans le monde. Typiquement, le commandement de l'espace met en place depuis plusieurs années les exercices Astérix, pour revenir sur le sujet de la doctrine, qui permettent de faire des simulations et des entraînements à des opérations militaires, à des cas d'opération, à des cas où un agresseur mène une opération dans l'espace ou sur Terre, mais qui affecte l'espace, et comment nos alliés, tous ensemble, on réagit pour se prémunir ou pour endiguer le phénomène. Et ces exercices, ils permettent vraiment de travailler ensemble sur la façon dont on veut concevoir les opérations militaires spatiales à l'échelle internationale et sur la manière dont on veut concevoir notre doctrine ensemble, tous ensemble. En France, on a déjà une idée de ce vers quoi on veut aller. Typiquement, effectivement, Antoine l'a souligné, on a la loi relative aux opérations spatiales, dont le principe le plus connu est le fait qu'on n'a pas envie de générer des débris dans l'espace. Ça signifie que lorsqu'on va mettre en place des effecteurs sur nos satellites pour agresser d'autres satellites, si on en arrive là à titre de légitime défense, on voudra principalement trouver des moyens qui permettent d'éviter de générer des débris. Par exemple, je dis ça un peu de manière arbitraire, mais un tir laser qui détruit complètement un satellite adverse, on aimerait éviter, on aimerait plutôt trouver quelque chose qui permet de décourager un adversaire par rapport à ses actions. Ça, c'est pour donner un exemple par rapport aux débris. L'autre pendant de la loi relative aux opérations spatiales, qui a fait l'objet d'une réforme il y a quelques années, c'est le fait que maintenant, il y a vraiment cette notion d'opérateur militaire avec des commandements de l'espace qui a légalement le droit depuis plusieurs années de commander des opérations dans l'espace, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Est-ce que justement en matière de sécurité spatiale basée dans l'espace, les autres États européens ont déjà développé une vision avec lesquelles vous pourriez ou vous pouvez déjà travailler avec en coopération pour définir le besoin, potentiellement aller ensemble vers les industriels, ou est-ce qu'il s'agit d'un sujet beaucoup trop stratégique pour être traité au niveau européen ? Je dirais que le sujet est à la fois trop stratégique pour être traité au niveau européen et suffisamment ouvert et d'intérêt pour tout le monde en termes de défense pour pouvoir l'être. En fait, on est vraiment sur un milieu plutôt ambivalent, où en fait, finalement, c'est un peu l'ADN de tout le spatial, où tout le spatial est dual par nature. Et il y a vraiment une partie à chaque fois qu'on essaie de conserver dans ce qu'on appelle un cœur souverain, et une partie qu'on est prêt à concéder en coopération ou d'autres formes, dans ce qu'on appelle un cœur étendu. Par exemple, si je prends le pendant de l'observation par satellite, on a des satellites qu'on essaie vraiment de garder en propre chez nous et qu'on partage, mais qui sont vraiment sous maîtrise française. Donc c'est le cas des satellites CSO, par exemple, ou des satellites Helios qui l'ont précédé. Et un cœur étendu qu'on veut bien partager avec le monde civil, par exemple, c'est le cas des satellites Pléiades, ou avec d'autres pays. Aujourd'hui, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est fait par exemple dans le cas des satellites de télécom. On a Syracuse qui est le cœur souverain, et Athéna, Fidus et Cicral qui sont le cœur étendu, pour donner un exemple. On essaie de construire le même système avec la maîtrise de l'espace, avec vraiment des capacités phares qu'on garde au sein de la France. Typiquement tout ce qui est effecteur dans l'espace, Yoda, Égide, tout ce qui est connaissance de la situation spatiale, tout ce qui est centre de contrôle. On essaie vraiment de le garder au niveau cœur souverain, et tout ce qui est quand même critique, mais qu'on est prêt à partager au niveau européen, essentiellement à titre de défense,
on essaie de le construire vraiment ensemble. Donc ça passe à la fois par la partie technique, la partie industrielle, mais aussi la construction du besoin commun et de la stratégie commune. Donc ça, par exemple, c'est le cas de l'alerte avancée, pour lequel on essaye laborieusement d'aller vers une défense commune. Très bien. Et au niveau industriel, est-ce que vous avez une appréciation notamment de toute l'offre qui existe en matière de sécurité spatiale au niveau européen? Je vous pose la question à tous. Au-delà d'Ariane Group, au-delà des plus petites entreprises sur le marché domestique, donc le marché français, comment caractérisiez-vous cette offre européenne? Alors peut-être pour commencer, j'aimerais bien mentionner 3 programmes qui ont été plus ou moins évoqués jusqu'à présent au niveau européen et qui sont leadés par Ariane Group. Vous avez le programme Sauron, qui est un consortium d'entreprises qui travaille sur justement des capacités de capteurs de surveillance de l'espace au sol et en orbite. Vous avez un autre programme intégral qui lui gère non pas le capteur, mais la mise en commun des différentes sources d'informations. Donc c'est plutôt le réseau au sol. Et voilà, et un troisième programme un peu plus axé purement défense d'alerte avancée, Odinsai, qui est aussi leadé par Ariane Group. Donc les 3 programmes sont leadés par un acteur français, mais au sein des programmes, ils ont une répartition pleinement européenne. Enfin, je laisse Monsieur Dumont préciser cette pensée-là, je pense. Oui, juste pour ajouter un point qui m'est venu en fait pendant l'intervention de M. Nem avant. Je crois qu'il y a une forme de... Alors je ne sais pas si dépendance consentie c'est le bon terme, en tout cas dans la répartition des capacités. En France, on a donc les CSO qui sont des satellites optiques, mais par exemple, on n'a pas de satellite radar, alors qu'en Allemagne, ils ont des satellites radar et pas de satellite optique. Je ne sais pas pour quelle raison le choix a été fait, peut-être suite à un besoin opérationnel à l'époque où les CSO ont été conçus. Mais je crois que ça rentre aussi dans la façon dont il faut comprendre les partenariats, enfin en tout cas la dimension européenne de la construction des moyens de défense spatiaux, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. On ne peut pas tout faire tout seul pour des raisons de coût et de besoins certainement aussi. Donc on se les répartit peut-être en termes de capacité, comme sur cet exemple de radar et d'optique. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est pour nos impôts. Et donc pour une question de budget, effectivement, où à l'époque où on a construit l'Europe spatiale, en tout cas on a cherché à construire cette Europe spatiale, on a vraiment cherché ce qui était vraiment critique pour nous, et ce qui est critique pour nous et ce qui est le plus simple aussi à mettre en œuvre pour les armées, c'est l'observation optique. C'est ce qui a fait qu'on a... Et puis bon, on avait de l'expérience dans le domaine, on avait quand même les satellites spot civils depuis plusieurs décennies construits par le CNES. Donc on s'est vraiment appuyé sur ce qu'on avait en France et ce qui était le plus nécessaire pour nous, pour garder tout ce qui est observation optique chez nous. Et on a laissé le radar dans un partage du monde aux Allemands et aux Italiens avec des accords de coopération bilatéraux entre la France et l'Allemagne d'une part et la France et l'Italie d'autre part, avec un partage de données, un partage d'images optiques radar. Donc en fait aujourd'hui on leur fournit un certain nombre d'images optiques par jour et eux ils nous fournissent un certain nombre d'images radar par jour. Donc ça c'est une construction qui marche plutôt bien, bon, qui a été mise un peu en défaut ces derniers temps par le fait que l'Allemagne et l'Italie commencent à vouloir mettre en place leur propre satellite optique. Ce qui fragilise un peu cet accord puisqu'on se demande s'il va être reconduit pour la génération prochaine. Et c'est une question légitime qui nous occupe pas mal parce que si c'est pas le cas, ça signifierait qu'il faudrait qu'on mette en place des satellites radars chez nous pour répondre aux besoins opérationnels puisque les satellites radars sont capables de répondre à des besoins que les satellites optiques ne parviennent pas à traiter. Mais l'idée de base c'était celle-là, effectivement une dépendance mutuelle qui marche que si chaque pays dispose de quelque chose dont l'autre pays a besoin également. Et sans trahir les secrets d'intelligence économique d'Ariane Group, quelle est votre appréciation du côté de cette entreprise des autres solutions techniques qui sont développées en Europe justement pour assurer cette sécurité spatiale? Monsieur Dumont. Je vais faire une réponse un peu générale sur les technologies. Évidemment, il y a la R&D qui permet d'apporter des solutions, R&D sur les matériaux, qui soient structurants ou énergétiques, pour la propulsion dans l'espace ou du sol vers l'espace, ou même des sources d'énergie en général. Et il y a l'IA aussi qui apporte des gains dans un peu tous les domaines. On utilise l'IA sur la SSA, ça permet d'améliorer les résultats. Et puis on évalue aussi des technologies plus prospectives, comme par exemple la propulsion nucléaire
Qu'est-ce que ça apporterait, quel serait le différenciant que ça apporterait, quels sont les challenges à relever, à quel horizon on pourrait s'autoriser ce type de solution, et évidemment quelles sont les contraintes associées. L'innovation, c'est bien, mais attention, c'est à double tranchant. Vous pouvez avoir un gain, et puis vous pouvez aussi découvrir qu'à la fin, c'est pas aussi performant que ce que vous espériez. Et puis, dans les temps, ça peut ne pas répondre au time to market, ce qui est très important. Il est important de justement bien répondre aux besoins, bien identifier le besoin. Et j'étais avant à la conférence sur la très haute altitude, et je rejoins ce qui a été dit par la personne de Thales. Il faut éviter le techno-push et avoir une approche systémique des besoins, et faire l'analyse sans tropisme. Sinon, on s'oriente et on se prive de solutions performantes. Pour aller plus sur du concret et montrer un peu les compromis, sur le lancement réactif, par exemple, si vous voulez partir vite, la solution de propulsion vraiment idéale, c'est la propulsion solide. C'est ce qu'on utilise sur les missiles, notamment de la dissuasion. Vous imaginez bien que quand l'ordre arrive, on ne va pas accepter un report de lancement parce qu'il ne fait pas beau. Ça ferait pas sérieux. Donc c'est vraiment la solution adaptée. Mais aujourd'hui, le compromis coût de redévelopper un moyen spécifique pour du lancement réactif, la pression aussi, parce que c'est vrai qu'il y a la militarisation de l'espace, mais en fait il n'y a pas encore eu de cas avérés de capacité spatiale française ou européenne réellement je dirais mise en défaut ou perdue, qui générerait ce traumatisme qui rentrerait dans les gènes. Et donc, comme il n'y a pas encore cette pression très forte, probablement les solutions qui seront utilisées seront des moyens civils un peu améliorés, avec un compromis un peu différent, pour répondre, au moins dans un premier temps, aux besoins. Pour faire une analogie très rapide avec l'aérien, les premiers avions étaient ni civils ni militaires. Aujourd'hui, on n'imagine pas du tout utiliser des moyens civils pour tous les usages défense en aérien. Et puis ça s'est fait petit à petit. L'armée de l'air a fêté ses 90 ans l'année dernière. Donc entre le début du siècle et 1930, il y a eu ce split. Et voilà. Et dans l'espace, il y a une très grande... Enfin, ça a déjà été noté. Contrairement au théâtre d'opération sol, mer et air, si on ne veut pas faire de débris, ça veut dire on n'utilise pas d'explosifs, on n'utilise pas de moyens cinétiques, et donc ça amène une grande complexité. Imaginez des opérations sol où on s'interdit les projectiles et les explosifs, ça change un peu la donne. Très bien, je vous remercie. Et pour rebondir sur cet aspect lié à la dualité, j'ai une question générale avec deux sous-questions. Chacune d'entre elles s'adresse à l'un de vous deux. Quel est l'impact justement de cette dualité sur le business model d'une entreprise, en prenant l'exemple naturellement d'Ariane Group? Et est-il possible toujours de travailler de la même manière avec un acteur dual du point de vue de l'utilisateur final que si ça avait été une entreprise qui serait strictement positionnée sur un besoin militaire? Très rapidement sur la dualité, elle est au cœur d'Ariane Group. On ne peut pas tout non plus, on ne peut pas forcément avoir des produits duo systématiquement. Ça peut être des produits hybrides, ça peut être comme l'exemple du missile de la dissuasion et du lanceur civil, c'est deux produits très différents mais avec des compétences communes, par exemple la propulsion solide qui est aussi utilisée sur Ariane 6 pour les boosters. Un exemple que je peux vous donner sur le lancement réactif, si on imagine des lanceurs civils qui assurent ce service,
Ça veut dire qu'on va impliquer des acteurs privés dans des opérations militaires. Il y a un moment où ça pose des questions. L'opérateur civil qui tout d'un coup va avoir une requête pour lancer un satellite pour la défense va devoir perturber son planning de lancement pour ses clients. Est-ce qu'il va vraiment vouloir fâcher ses clients? Ça pose aussi des questions. Il y a la réquisition qui est prévue par la loi. Dans la pratique, il faut voir comment elle est mise en place. Est-ce qu'on doit offrir des compensations aux clients? Donc ça pose tout un tas de questions. Voilà. Non, j'avais juste un mot sur la dualité avant de laisser Monsieur Nem compléter, mais il y a un certain nombre d'entreprises, surtout les plus petites, je pense aux startups type Uspace ou Emeria, pour qui sur certains programmes la dualité n'existe pas en fait simplement. Pour les programmes, en l'occurrence Splinter et LISA, donc qui sont les 2 satellites du programme Toutatis dont Antoine a parlé tout à l'heure, les satellites sont uniquement militaires, sont commandés par la DGA si je ne me trompe pas, et sont nourris par de l'argent donc a priori public. Et Uspace, je crois qu'il y a la volonté de d'abord adresser les marchés captifs patrimoniaux, donc en fait les marchés défense, avant d'aller un peu de la fleur au fusil sur des marchés export ou civils qu'ils pourraient ne pas maîtriser. Donc, je pense qu'il y a, pour les plus petites structures pour lesquelles on demande de faire développer des solutions, alors par la main tendue de l'AID, du LISA, de peu importe, on peut aussi développer une solution uniquement militaire sans forcément passer en amont ou en parallèle par disons une application duale. Voilà, je ne sais pas si c'était très clair et Monsieur Nam peut-être compléter sur ça. Mais... Non, effectivement, la dualité, c'est un peu dans le domaine spatial, c'est un peu une forme de façade, si on veut. Enfin, l'espace, avant tout, est militaire. Tous les satellites sont considérés comme des matériels de guerre. À chaque fois qu'on les exporte vers d'autres pays, il faut passer les commissions qu'on appelle les SIEMG. Après, tous les satellites ne sont pas utilisés à des fins strictement militaires, bien sûr. Il y a un certain nombre de satellites, beaucoup de satellites qui servent à des fins civiles, mais par défaut, les technologies, elles sont éminemment duales. Les usages, eux, pas forcément. Et c'est ce qui fait que finalement, cette question du marché dual, cette question de travailler avec les industries de manière duale, hein, en fait, ça dépend vraiment de où on se situe. Effectivement, un satellite dont le rôle va être de tirer des lasers sur d'autres satellites, on peut difficilement voir comment on peut le vendre à des civils, encore qu'on peut toujours imaginer des concepts dans plusieurs décennies, mais bon. Par contre, un satellite qui s'approche d'autres satellites pour le retirer de son orbite et faire des choses avec, ça peut être vu dans le domaine militaire comme un satellite saboteur finalement, ou dans le domaine civil comme un satellite qui contribue à l'écologie spatiale, au fait de retirer des débris. Et ça, on peut le trouver sur beaucoup de choses. Finalement, un missile balistique, c'est fait c'est une arme militaire, alors qu'un lanceur, qui repose quand même sur les mêmes technologies, c'est quelque chose qu'on a plutôt tendance à apprécier sur le domaine civil. Un satellite d'observation, CSO, c'est un satellite d'observation militaire utilisé à des fins militaires pour des opérations militaires, alors que Google Maps ou les satellites Sentinelle, les satellites météo, ce sont vraiment des satellites civils. Donc il y a vraiment cette ambivalence-là. Aujourd'hui, on est dans un cas de figure où en fait, travailler avec les entreprises du domaine à un niveau dual, en fait, c'est vraiment la même chose que travailler dans un domaine civil. Pour plusieurs raisons. La première, c'est celle que je viens d'évoquer par rapport au fait que le spatial est éminemment militaire en termes de technologie. Et la deuxième raison, c'est aussi le fait que finalement, on n'a pas du tout passé la masse critique qui permettrait d'avoir un marché complètement civil. Si on prend le pendant du marché aéronautique, par exemple, et qu'on ne se place pas il y a un siècle, mais qu'on se place il y a 30 ans, par exemple, ou aujourd'hui, en fait, on a une masse critique en termes de marché militaire qui est suffisante pour avoir vraiment des avions de chasse spécifiques, pour avoir des avions de transport spécifiques, même si en fait ils sont déjà déclinés des modèles civils, pour tout ce qui est A400M par exemple, MRTT. L'avion de chasse, il est spécifique parce qu'on est capable d'avoir une technologie suffisante, d'avoir une commande suffisante pour alimenter les entreprises de manière cohérente, ce qui n'est pas le cas dans le domaine spatial. On n'a pas assez de satellites, on ne commande pas assez de satellites pour vraiment avoir un marché captif de défense unique dans le domaine spatial. Très bien. Dernière question avant de passer aux questions de l'auditoire. Nous parlons beaucoup aujourd'hui de l'économie de guerre, plutôt dans le champ conventionnel, pas forcément dans le champ spatial. Si demain nos assets spatiaux sont toujours autant stratégiques, et c'est ce qui est pour le moins prévisible, comment défendre demain en masse nos satellites stratégiques dans le cas d'une économie de guerre, tout du moins d'un conflit de haute intensité,
dans lequel l'appareil industriel devrait rapidement augmenter ses cadences de production et où l'utilisateur final devrait s'en servir avec un taux d'attrition potentiellement très important. Comment, c'est une question générale, vous concevez cela ? L'économie de guerre elle revêt vraiment un aspect industriel qui est assez similaire à celui du New Space, avec une prise de risque plus importante, avec des cycles de fabrication plus courts, avec plus d'innovation, avec plus de prise de risque simplement, un peu en rupture avec les approches traditionnelles. Les différences que je vois, c'est le fait que l'économie de guerre répond vraiment à un besoin de doter les armées plus vite et plus rapidement d'un certain nombre de capacités, et ça on l'a beaucoup vu notamment avec les canons César et les munitions téléopérées, enfin les drones, parce que ce sont les deux cas d'usage majeurs. Et pour autant, même s'il y a vraiment cet effet économie de guerre, on essaie d'augmenter la cadence de production des missiles, on essaie d'augmenter la cadence de production d'un certain nombre d'autres choses. Aujourd'hui, ça a du mal à se décliner vers des capacités plus stratégiques, non spatiales, comme le Rafale par exemple. Et puis de même, on ne voit pas vraiment une économie de guerre sur le porte-avions. Donc en fait, l'économie de guerre, c'est un effet d'annonce qui est réel, qui est concret, mais qui marche essentiellement sur certaines capacités aujourd'hui, et on est capable de retirer un certain nombre de normes sur les munitions téléopérées par exemple, parce qu'on a envie de faire vite et d'avoir un effet rapidement. Pour autant, est-ce qu'on se voit faire vraiment briser toutes les normes pour un avion qui transporte de l'humain ? Bon, c'est une question ouverte, à mon avis elle n'est pas si ouverte que ça en réalité. On a le même cas de figure dans le spatial en fait en réalité. L'économie de guerre, on pourrait le concevoir dans le cadre du New Space, mais le New Space avant tout sert à répondre à une problématique commerciale qui est le fait finalement d'attaquer un autre secteur de marché qui avait été laissé vacant jusqu'à présent par les méthodes traditionnelles. Et ça s'est vu en particulier dans les satellites de télécom, où initialement les satellites de télécom sont géostationnaires, et on commence depuis plusieurs années, enfin depuis 10 ans maintenant, à vouloir mettre en place des constellations en orbite basse de satellites de télécommunications avec des avantages, avec des inconvénients. C'est la même chose qu'on va chercher à faire dans le domaine spatial, avec des avantages et des inconvénients. Le New Space, c'est pas la panacée. Typiquement, si on prend le cas de l'observation optique et qu'on veut avoir de l'extrêmement haute résolution, ce qui est le cas pour les CSO, on va jamais réussir à le faire avec le New Space parce qu'il y a une question de physique qui fait que plus la résolution qu'on souhaite est bonne et précise, plus la taille du miroir doit être importante. Et il y a un moment où le miroir il dépasse de la taille du CubeSat et il rentre pas dans le mini-lanceur, dans le micro-lanceur. Donc en fait, il y a un effet physique qui fait qu'on est obligé d'avoir quand même des gros satellites à un moment pour avoir de l'extrêmement haute résolution. À moins d'avoir un CubeSat, enfin un mini-sat qu'on met très bas en altitude, mais dans ce cas il a une durée de vie de 2 semaines et c'est pas forcément pérenne parce que les coûts, il faut aussi les prendre avec le coût du lancement qui sont pas anecdotiques non plus. Donc en fait, la solution elle réside pas seulement dans le fait de basculer complètement dans une économie de guerre au sens strict du terme, mais aussi de continuer à alimenter vraiment les approches traditionnelles qui restent nécessaires. En fait, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, il ne faut pas tout investir dans la partie traditionnelle avec des industries matures et présentes depuis plusieurs décennies et des méthodes qui prennent effectivement une décennie pour être mises en place. Et il ne faut pas non plus mettre tous ces œufs dans le panier du New Space avec des satellites qu'on lance tous les ans, mais qui finalement apporteront de la résilience par le nombre, effectivement, qu'on arrivera à avoir en permanence, avoir une centaine de satellites, mais qui auront une résolution mauvaise en optique, qui auront une qualité de signal mauvaise en télécom et qui auront une fiabilité mauvaise en termes de maîtrise de l'espace. Donc il faut vraiment jouer à la fois sur les deux tableaux, et c'est vraiment cette stratégie-là qu'on essaie de mettre en œuvre et qui doit se traduire également par les financements qui vont avec. Oui, je rejoins le besoin d'accélérer les cycles. On pratique les développements agiles. Et effectivement, il faut trouver cette limite, ce bon compromis. Dans le spatial, on l'a vu il y a quelques décennies à la NASA où il fallait faire simple, pas cher. Et puis en fait, pendant une décennie, toutes les missions ont été ratées. Donc attention à pas trop pousser le curseur. Et puis aussi, le travailler autrement, c'est aussi travailler autrement avec le MINARM, avec les donneurs d'ordre. Comment est-ce qu'on fait du procurement plus agile ? Comment est-ce qu'on prend des risques ensemble ? Comment est-ce qu'on fait pour qu'on se dise on va aller jusque là et puis si on arrive on ira un peu plus loin, etc. Et pas juste à la fin vérifier que toutes les exigences ont été cochées, sinon on a un gros écart sur le contrat et on tombe dans des procédures complexes. Donc tout ça
et à imaginer, et on est ouvert, nous, à expérimenter et à travailler. On le fait déjà sur le programme Helix, et puis aussi MayaSpace, notre filiale orientée New Space, où on a justement voulu un peu isoler ces personnes pour qu'elles aient des règles différentes et qu'elles soient pas trop, comment dire, elles n'héritent pas trop de la lourdeur des process de l'entreprise d'origine. Vous voulez compléter, non ? Très bien, merci monsieur pour toutes ces réponses. Nous pourrions encore poser des dizaines et des dizaines de questions, mais le mieux ce serait